Un grand merci. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc, pour revenir sur le thème, je dirais que là, je dirais que c'est une adaptation de Bluest Eye que je vois ici par rapport au documentaire, parce que Bluest Eye traite de tous ces thèmes, c'est-à-dire de cette identité des Noirs aux États-Unis, de cette absence, c'est-à-dire de cette absence d'estime de soi, le fait d'être vraiment victime de cette société américaine qui est vraiment forgée seulement selon les critères de beauté des Blancs. Et on l'a vu, par exemple, dans Bluest Eye, où tout le temps, Pecola, la petite fille de 9 ans qui priait pour avoir des yeux bleus, parce que pour elle, si elle avait des yeux bleus, le monde allait changer, que ses parents allaient l'aimer, qu'elle ne ferait plus l'objet de brimades et de railleries à l'école, parce qu'on l'appelait, des fois, même les garçons également, tout le temps, la taquiner en l'appelant par des noms vraiment très dégradants. Il y avait même des chansons, par exemple, on disait Black Emo, If You Are White. Quand elle jouait, par exemple, c'était en fait dans la culture américaine, quand les enfants jouaient, même dans leurs jeux, on sentait le racisme et le rejet de soi. Elle jouait, elle disait, if you are black, if you are white, you are right. If you are brown, stick around. If you are black, get back, get back. Et ça, c'était vraiment un rejet de soi. Cela veut dire que les Noirs eux-mêmes ne s'acceptaient pas. Et plus on est noir, plus on est encore marginalisé dans la société. Et quand on prend l'exemple de Maureen Peel, qui est une autre petite fille, mais plus claire, mais qui est adulée à l'école, qui est respectée par les professeurs, aimée par tout le monde, même les élèves, partout où elle passe, on lui laisse la place parce qu'elle est claire, elle a des cheveux longs. Cela montre nettement qu'il y a un réel déni de soi. Et cet aspect, en fait, on le voit à travers toutes les œuvres de Toni Morrison, que ce soit de Bluest Eye, qui est son premier roman écrit en 1970, mais les thèmes, jusqu'à présent, 50 ans après, c'est comme si c'est aujourd'hui qu'elle a écrit. Parce que quand la fille priait pour avoir des yeux bleus, à l'époque, les lentilles n'existaient pas. Maintenant, les filles mettent des lentilles bleues. À quoi ça sert? Imaginez, vous avez la peau noire, vous mettez des lentilles bleues, ça devient grotesque, ça devient vraiment monstrueux. Mais nous, selon notre entendement, on a été tellement, disons, on a tellement eu reçu un lavage de cerveau qu'on croit que tout ce qui est beauté chez les Blancs peut s'appliquer à nous. Et également, dans son dernier roman, qui est God Help the Child, qui est sorti en 2015, on voit également ce rejet de soi avec Sweetness, qui a mis au monde un enfant, un bébé très noir, qui s'appelle Bride, qu'elle rejette parce qu'elle dit que le bébé est très noir. Même le père les a abandonnés à cause de la couleur du bébé. Donc, cela montre encore une fois ce rejet et ces dommages collatéraux que cela cause à la petite fille. On l'a vu dans le documentaire, la fille dit qu'elle est vilaine. Pourquoi? Parce qu'elle est noire. Donc, et ça, ce sont des stéréotypes que l'on doit combattre avec la dernière énergie. On le voit également dans d'autres romans, des femmes qui sont victimes, par exemple, de ces produits cosmétiques que l'on publie, et les publicités à la télé, et même les stars qu'on montre à la télé. Toutes les femmes qui sortent à la télé, que ce soit des présentatrices, que ce soit même avec les théâtres ou les films, ont la peau claire. C'est-à-dire, on ne fait jamais la promotion de la peau noire, comme si la peau noire, c'est vraiment occupe le bas de l'échelle. Même quand la peau, on montre la peau noire, c'est sous une caricature. Par exemple, dans les bandes dessinées, quand il y a des noirs, on voit que c'est des noirs qui sont lipus, des lèvres toutes rouges et puis lipus avec des cheveux crépus qui sont vraiment mis de manière très dégradante. Et cela affecte tout à fait les Noirs et dans leur estime de soi. Et cette laideur est associée également à la pauvreté des Noirs qui n'ont aucune possibilité, aucune opportunité dans un système très raciste qui ferme les portes à toutes les opportunités. Ils n'ont pas d'éducation, ils ne peuvent pas avoir de bon emploi. Et il y avait également les lois ségrégationnistes de Jim Crow Law qui défavorisaient les Noirs jusqu'à présent, même si ces lois ont été abrogées. Jusqu'à présent, ces lois, on sent toujours dans la société américaine ces travers. Donc, et cela montre cette industrie de la beauté, c'est pas seulement, disons, aux États-Unis, mais ça se voit partout. Même en Asie, on a vu que l'industrie disons, de la chirurgie, la Corée du Sud est devenue maintenant la capitale de la chirurgie esthétique.
Et beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent pour être plus jolis, plus clairs. Même des gens qui sont déjà blancs veulent avoir la peau plus blanche parce qu'on croit qu'être blanc, c'est plus joli. Même en Asie, en Philippines, que dans d'autres pays, les gens mettent beaucoup de produits éclaircissants. Pourquoi? Pour avoir la peau plus claire, pour passer mieux. Et même pour avoir, des fois, pour occuper certains emplois, on vous exige d'avoir la peau claire. En Inde également, c'est une réalité qui est très flagrante. Et cela encore montre qu'il y a encore du travail à faire. Que les Noirs, non seulement doivent s'aimer, doivent s'estimer et revenir aux paroles de ce que Martin Luther King disait, que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa peau, mais dépend de son caractère. Donc, encore une fois, et les messages que nous véhiculons à nos enfants, il faut qu'on leur apprenne à s'aimer dès le bas âge. Il faut que les enfants apprennent à valoriser leur peau. Il faut également qu'on leur véhicule des messages positifs. Il ne faut pas qu'on dise à un enfant, tu es vilain, tu es moche, tu es noir. Il faut, dès la prime enfance, dès la tendre enfance, montrer à l'enfant sa valeur, lui dire que personne n'est supérieur à lui, que ce qui compte dans la vie, c'est la valeur, mais ce n'est pas la couleur de la peau, encore une fois. Donc, et ce sont ces choses-là qu'il faudra faire. Et je pense que dans ce cas, véhiculer plus de messages et montrer également des références à la télé. Au lieu de mettre tout le temps, je pense que ça a commencé maintenant avec certaines télé au Sénégal, avec certains téléfilms, quand on voyait Lisa ou bien quand on voyait Lala dans certains téléfilms, au moins beaucoup de femmes, j'ai vu, qui se sont ressaisies, qui ont vu qu'il y avait des femmes noires et belles, et se sont identifiées à elles. Et j'ai vu beaucoup qui ont abandonné les produits éclaircissants, non seulement les dommages que ça cause, ça peut créer même des cancers de la peau, mais elles ont vu qu'elles peuvent être belles à travers d'autres personnes. Et nous avons besoin de leur montrer de montrer ces modèles, de leur donner il faut que ces gens-là soient plus visibles, en fait, à la télé, à la radio, également qu'elles soient puissantes. Barack Obama, par exemple, qui est arrivé au pouvoir, on a vu que l'impact que ça a eu sur les Noirs, que ça les a ravigorés, ça leur a donné confiance et ça leur a vraiment rassuré. Donc, ça montre qu'on a besoin de références, on a besoin de bonnes personnes à qui nous identifier. Donc, je pense que c'est ça que je voulais dire en un mot en attendant vos questions et les échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Touré Rokhaya, pour cette présentation. Vous avez respecté le temps, vraiment. Vous avez fait 9 minutes et c'est formidable. Je pense que vous nous avez fait revisiter Toni Morrison. Vous avez fait un survol du monde en parlant des problèmes de beauté, la peau noire qui n'est pas considérée comme un signe de beauté dans beaucoup de cultures, même en Afrique, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Et c'est un problème que nous devons résoudre nous-mêmes, surtout avec nos enfants qui vont grandir et on doit leur inculquer que la beauté, que la peau noire est belle, etc. et qu'ils doivent avoir beaucoup d'estime de soi. Et c'est très bien. Merci, Madame Touré, pour ce survol. Nous allons passer maintenant à Madame Senghor pour 10 minutes aussi. Je pense qu'elle va aussi respecter le timing comme Madame Touré pour que nous puissions avoir plus de temps pour discuter. Madame Touré, Madame Senghor, vous avez la parole. J'espère que je serai aussi disciplinée qu'elle, mais de toute façon, vous serez là pour me rappeler à l'ordre. Ce film, il est très difficile pour moi. Ce film, il est sorti en 2011 et je ne l'ai regardé entièrement qu'en 2020 parce qu'il touchait à un de mes sujets en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, en tant qu'auteur, en tant que mère. Il touchait à un sujet tellement difficile concernant les canons de beauté, essentiellement axés sur la femme, puisque les hommes, on dit toujours qu'ils n'ont pas besoin d'être quoi que ce soit, ils ont juste besoin d'avoir de l'argent pour entretenir une femme et une communauté, que finalement, il est vraiment très, très dur, ce film, pour moi. Moi, dans mon travail de cinéaste, je sais quelle est ma mission. Je sais
qu'il faut déconstruire. Je sais que chacun de nous, chaque homme, chaque femme noire a une part de responsabilité et ça commence par ceux qui manipulent l'image. Je travaille sur une série en ce moment qui s'appelle Wallabok, comment va la jeunesse, 30 épisodes de 26 minutes. Et je commence cette aventure il y a 25 ans, lorsque je fais toutes mes interviews, puis que je publie cette anthologie en 2015. Je commence le casting. Je cherche donc le personnage principal qui doit avoir 18 ans, qui est une jeune fille qui va s'appeler Mossane, qui signifie en sérère la plus belle, et qui doit en plus avoir deux dextérités, c'est de tenir un rôle donc de comédienne, mais aussi savoir rapper. Et je souhaiterais qu'elle ait aussi une petite carrière qui démarre, que le film pourrait aider éventuellement, histoire de soutenir une jeune sœur. Je reçois toutes sortes de personnes, on m'envoie toutes sortes de jeunes filles, en choisissant toujours presque des filles claires. Et je me dis, bon, c'est pas possible. Il va bien falloir qu'à un moment donné, qu'il y ait une petite sœur qui arrive avec un teint que je peux promote pour déconstruire justement cette idée que l'actrice principale est toujours une fille claire. Impossible. Ça dure des mois et je désespère et je tombe sur une jeune fille qui vient de Yembel et qui s'appelle Fazao, qui arrive, qui a du flow, etc. Et je me dis, oh, ça y est. Et toutes les contraintes de permission parentale, toutes les contraintes sociales de la jeune fille se posent comme ça devant moi. Et je sais que c'est ce qu'au cinéma on appelle un plan vraiment galère, parce que je vais m'embarquer dans une aventure déjà artistique et politique qui va être difficile, qu'il va falloir financer, qu'il va falloir porter, et en plus maintenant rentrer dans les petites questions de tous les jours quand on a des ouvriers sénégalais, quand on travaille avec des personnes qui ont tout un social living un peu plus compliqué. Je me dis, oups. Et le deuxième choix était une jeune fille avec un environnement social plus carré. Et donc, je choisis la deuxième option, vraiment la peine au cœur. Et je suis au cœur du débat. Je me retrouve avec cette jeune fille et d'autres. Et durant 2 ans de tournage, nous ne faisons que parler de teint, de forme, de taille, de rentabilité auprès d'une belle famille ou de l'homme qui va enfin venir les demander en mariage. Elles ont entre 17 et 22 ans. Et la seule option est celle-là. Qui va venir les demander en mariage et quel sera le poids qu'elles auront dans leur belle famille ou non. Ça m'a touchée parce que la jeune femme que j'ai été élevée dans une maison où l'on voyageait, puisque mes parents étaient des diplomates, personne n'a vraiment fait attention à la texture de nos peaux. Personne ne nous a mis en confrontation avec cela parce qu'on allait chez les autres. Et les autres, ils ressemblaient à toutes sortes de choses. Donc, j'y ai échappé, même si c'était assez flagrant dans les médias. Mais nous avions ce type de vie assez truculente, assez intéressante pour ne pas s'attarder justement sur la couleur de nos peaux. Nous avons vécu 13 ans au Nigeria et le jaune était la bonne couleur. Donc, bon, on n'était pas nigériane, donc on n'avait pas ce type de problème-là et nous fonctionnions dans des milieux internationaux, dans des niveaux sociaux assez élevés, je vais dire, où tout le monde arrivait d'un pays très différent. Donc, on était plus focus sur nos différences culturelles qu'autre chose. Et là, j'ai 3 filles. J'ai 3 filles et je dois me battre contre ma propre communauté, certains éléments de ma grande famille, l'appréciation de la famille des in-laws aussi, qui à un moment donné, je me souviens de réflexions de type tu amènes trop les enfants à la plage, elles sont noires. Et moi qui portais cette fierté à ce que l'aîné ait le teint de mon père, la deuxième le teint de quelqu'un d'autre d'identifiable dans la famille,
et de la petite dernière qui est arrivée plus claire. Et puis bon, elle est plus claire parce que forcément, ma mère l'est, le beau-père l'est, et que ça étonne quand même des gens qui me posent la question, « Oh, how did she get out so light skin ?» que je trouve scandaleux d'ailleurs comme réflexion, même si c'était le portrait quelque part de cette, j'allais utiliser le mot innocence, parce qu'on a hérité de cette question raciale et on l'a mâchouillée et on la resserre tout naturellement sans se poser de questions. Ce documentaire, qu'on ne s'y trompe pas, on revient à la suprématie de la race blanche. Il y a la discussion between us, que la notion de colorisme est devenue très, très intense parmi nous, etc. Oui, on peut en discuter pendant des jours et des années et des siècles entiers, mais on revient au fait que la suprématie de la race blanche est restée la gangrène du monde entier, et qu'il va vraiment falloir que les différentes personnes à leurs différents niveaux attaquent cette conception des choses. Parce que c'est cela, justement, le développement. C'est commencer par la sérénité des uns et des autres, des enfants comme des adultes. Au Sénégal, parler de dépigmentation ou de la couleur de peau des gens est un peu considéré comme si on mettait notre nez dans le private business de quelqu'un. Ça n'est pas vrai. It's our business. Parce que quand des télés très en vue sélectionnent des jeunes femmes qui au début même arrivent avec un teint plus ou moins common, et qui tout à coup, pour montrer qu'elles persévèrent et qu'il y a un monsieur qui a mis leur nom derrière le nom de leur père, qu'elles sont Madame Something et qu'elles doivent refléter le bien-être, il faut prendre de la chair, il faut prendre de la couleur, donc de la lightness. Tout ça, ça fait partie d'une promotion de bien-être complètement biaisée qui ne sert qu'à un monde capitaliste de cosmétiques, de vente de choses autour de la beauté qui avilissent la pauvre femme, toujours. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on leur pointe ça dans le visage directement. Il faut qu'on dise à M. Youssou N'Dour de TFM, no matter how célèbre qu'il est, qu'il y a un moment donné, il a fait l'effort de faire l'apprentissage de langues qu'il ne parlait pas, de business qu'il ne connaissait pas. Eh bien, ça aussi, lui, il a le droit de choisir qui il veut. Certes, elles sont toutes arrivées de ce teint-là. C'est l'exemple qu'il n'a pas pu donner à tous les autres. Fine. Mais à un moment donné, il faut qu'il arrête aussi, que sa chaîne arrête d'empoisonner les maisons des autres. Et toutes ces personnes qui ont choisi d'avoir fake light skin women comme la promotion du bien-être et de quelqu'un avec qui un homme noir peut s'accompagner. La clé du succès pour tous ces hommes noirs qui pensent que leur femme doit être vraiment, vraiment plus blanche qu'eux est un message je n'ai pas de mots, tellement c'est destructeur et intense. Et toutes ces femmes qui n'arrivent pas à dire à leurs filles qu'elles sont belles et qu'elles sont bien, et à les transformer en femmes fortes qui peuvent cumuler les rôles de femmes indépendantes, de déesses, de goddesses, de mères, de tout ce qu'une femme peut pouvoir décider d'incarner. Tous ces hommes et toutes ces industries et tous ces États qui n'investissent pas assez dans l'éducation de leurs enfants, c'est une catastrophe. Voilà, mes 10 minutes sont arrivées. Hello, hello. Mendy n'a plus le courant. Ah. Je m'excuse. Lui, Mendy est à Thiès et il me fait comprendre que son électricité, son courant est momentanément coupé. Dans ma ville. Il lui reste la parole, mais s'il ne revient pas dans ces conditions, je vais devoir peut-être organiser la discussion autour de vos deux présentations qui sont de très haute facture. J'apprécie l'approche de Rokhaya qui a tiré de l'expérience qu'elle a de la littérature américaine, sans oublier
ce qu'elle vit en tant que femme, en tant que mère de famille au Sénégal. Fatou Kandé a fait de même sur la base de son expérience, mais aussi sur la base de l'autre expérience qu'elle tire de l'observation quotidienne des dynamiques qui ont cours dans la société sénégalaise. J'apprécie particulièrement un point, le fait que les journalistes sont des éducateurs de tous les jours et le fait que les journalistes, ou en tout cas les patrons de presse, abreuvent la population sénégalaise d'une propagande qui ne fait que leur donner de l'argent, mais qui ne fait que détruire la société. Khessal tout le temps avec la publicité. D'ailleurs, je l'ai dit à quelqu'un qui s'appelle, je crois, Diallo, qui fait bien la promotion des produits, et je lui ai dit, mon jeune frère, si vous faisiez la promotion, sauf la promotion des produits Khessal, ce serait encore mieux parce que vous êtes très professionnel. Je crois qu'il se reconnaîtra dans ce plaidoyer. Sans trop tarder, donc, on va donner la parole à ceux qui voudraient la prendre. Bien, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits? Voilà. Est-ce que il y a Alpha, il y a Djibril, il y a un certain Gay? Il y en a plusieurs. Hein? Il y a c'est les gens qui sont connectés. Mais personne n'a levé la main pour demander la parole. Oui, est-ce que vous pouvez faire signe que vous voulez parler? Il y a un truc là qu'on doit appuyer. Oui. Il y a un truc qui fait la main là sur votre ordinateur. Si vous appuyez, on voit une main et on vous donne la parole. Oui, c'est qui? Fatima. Fatima, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. J'aimerais remercier à toutes les personnes qui sont présentes ici, particulièrement à Madame Touré, qui m'a envoyé l'invitation. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit, mais si vous pouviez aller directement à votre observation, votre question, comme ça on va économiser du temps. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'aimerais juste faire quelques remarques pour dire que ce film est vraiment très, très, très touchant. Et il m'est arrivé à un moment où j'ai vraiment eu même envie de pleurer parce que c'est vraiment très dommage quand de nos jours, on en est à toujours prouver qu'on est supérieur à notre couleur de peau, qu'on n'est pas forcément associé à la couleur de notre peau, qu'on a quelque chose dans la tête et qu'on a quelque chose dans l'âme. Donc, je trouve que c'est lassant, je trouve que c'est épuisant et je trouve surtout que c'est quelque chose qui devrait être dépassé de nos jours. Donc, vraiment, c'est un documentaire très, très, très intéressant et je pense qu'on a tous été touchés à un moment donné ou à un autre et qu'on s'est senti visé ou je ne sais pas moi, qu'on s'est senti en tout cas très touché. En tout cas, on rêve tous d'un monde meilleur où on sera tous égaux et on pourra être vus par rapport à notre personnalité, par rapport à notre beauté d'âme et plus par rapport à des choses superficielles comme la couleur de notre peau ou des choses de ce genre. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est une... bon, Lumeni est de retour. Je lui donne sa présidence. Louis. Oui, merci, professeur. J'avais une coupure de courant. Voilà. Donc, je n'ai pas écouté la fin de la présentation de Mme Senghor, mais c'est très bien. Je pense que les débats ont commencé. Donc, je vois Michel Alpha, je ne sais pas s'il a déjà parlé, je vois une main levée. Une seule personne a parlé, c'est Fatima. Tu peux continuer. Ah, d'accord. Alors, donc, on peut écouter Alpha. Ben, c'était tout simplement pour marquer ma présence et saluer l'initiative d'organiser cette rencontre en ligne pour parler d'un sujet qui quand même interpelle tous ceux qui, en tout cas aujourd'hui, sont des hommes noirs, des femmes noires et qui vivent au quotidien la discrimination
et justement cette sorte de ségrégation bis qui ne dit pas son nom. Et je pense qu'il est aussi de notre responsabilité de faire en sorte que la peau noire ne soit plus perçue comme une honte, ou en tout cas comme une sorte de dépréciation de l'humanité de l'homme, mais au contraire une valeur, une beauté, une forme esthétique qui doit en tout cas être valorisée d'abord par nous-mêmes. Je salue en tout cas l'initiative et apprécie toutes les interventions qu'on a pu entendre, et particulièrement ma fille, Rokhaya, qui est ma fille, effectivement. Et c'est un honneur quand même d'avoir une fille qui, en fait, ait cette dimension. Toni Morrison, c'est justement son modèle. Elle a beaucoup travaillé sur elle, sur justement le mouvement noir aux États-Unis, sur la question culturelle, la question des Noirs, des femmes noires aux États-Unis et dans le monde. Et je pense que ce débat-là la met particulièrement à l'aise, parce que je suis sûr, effectivement, qu'à partir d'initiatives de ce genre-là, les gens prendront de plus en plus conscience des enjeux, en tout cas, liés au Khessal et à tout ce qui, en tout cas, tend à déprécier, à dévaloriser la personne humaine et encore plus la personne noire et encore plus la femme noire. Voilà, donc c'était tout simplement pour faire un salam alek et saluer l'initiative. Je salue M. Sen, le professeur, l'éminent, le professeur émérite, que tout le monde connaît en tant que grand universitaire et grand homme de culture. Voilà, donc c'était tout simplement pour donc, manifester toute ma gratitude à l'endroit de tous ceux qui, en tout cas, tournent autour de cette initiative. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alpha. Merci pour cette intervention et merci pour les hommages, les belles paroles que vous avez dites à l'endroit de notre étudiante, Rokhaya Touré, qui est également une fille très brave, une dame très brave qui a beaucoup travaillé, vous l'avez dit, c'est très bien. Merci beaucoup. Et la prochaine personne que je vois qui a levé la main, c'est Korka Sall. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Monsieur Mendy, merci beaucoup. Je salue tout le monde d'être venu. Monsieur Sen qui est toujours mon mentor et tout le monde au revoir. Alors, je voudrais juste passer une félicitation à tout le monde, particulièrement à Rokhaya et à Madame Senghor pour cette présentation. Merci beaucoup. Je pense que le point que vous avez dit un peu par rapport à l'éducation des femmes, moi, je pense que c'est aussi important de passer cette information dans les maisons parce qu'en général, moi, quand je regarde la télévision au Sénégal, des fois, je suis tellement découragée par la représentation de la femme. On nous montre des femmes de teint clair. Donc, le standard de la beauté, c'est faire le khessal et porter des cheveux naturels. Donc, je pense que c'est à toutes les femmes, nos mamans, dans les maisons, qui doivent passer cette éducation que la beauté, c'est pas juste la beauté européenne ou bien les gens qui sont clairs, mais aussi le noir a une beauté intérieure et extérieure dont on doit être fier. C'était juste pour passer. Je suis vraiment contente de faire partie de cette présentation. Merci. Merci à toi. Allô? Voilà, merci Madame Sall, merci Korka. Et bon, elle n'a pas posé de questions, c'est très bien. Donc, et puis, je vois beaucoup de mains qui se sont levées. Nous allons essayer de limiter les interventions à maximum 2 minutes. Si vous avez une question, allez directement à la question. Si vous voulez poser, faire des commentaires aussi, vous pouvez le faire. Simon Henry. Merci de me donner la parole. Je félicite les organisateurs. Étant à distance, cette initiative est vraiment la bienvenue. Et je félicite aussi les intervenantes et le choix du film. Comme je l'ai écrit dans la discussion, je souhaiterais depuis longtemps mettre en œuvre à Dakar
un groupe d'expression et de réflexion sur la décolonisation de l'esprit. Je suis au Sénégal depuis 15 ans, en Afrique depuis plus longtemps. Et je pense que, étant maintenant arrivé à l'âge où je peux peut-être aider d'autres à évoluer, puisque moi-même je me suis assis et j'ai observé, je voudrais bien, disons, donner une contribution pour que les mentalités puissent changer. On a parlé de la dépigmentation de la peau. On pourrait parler des cheveux, on pourrait parler surtout du complexe d'infériorité que la colonisation et l'esclavage ont inculqué. Oui. Ou c'est l'électricité, ou il c'est... semble être parti là. Oui. Donc, on a compris son propos. Lui, si tu permets, il dit qu'il voudrait mettre en place une structure ou une collaboration pour qu'il y ait une réflexion et des études autour de ça. Il est revenu. Mais je voudrais tout simplement lui dire ceci. Il n'a qu'à envoyer son adresse email ou on va lui adresser l'adresse email du directeur du WARC et on engage la conversation, s'il m'entend. Allez-y, oui, monsieur. Je vous entends parfaitement. Et je le ferai avec plaisir. Je pense que le WARC est vraiment la bonne structure pour accueillir ce genre d'initiative. Et je vous remercie par avance. Je redonne mon contact dans la discussion. Merci. Je laisse la parole à d'autres. Lui, tu es toujours là? J'espère qu'il n'a pas de coupure. Oui, en attendant qu'il revienne, je crois qu'il y a une main qui s'est levée là, Rokhaya et Fatou, en espérant quand même qu'on va vous poser des questions pour que vous puissiez répondre. Je crois qu'il y a une main, Camara, qui s'est levée. Camara, vous avez la parole. Il est parti. Mourchid. Ah, Camara. Allô? Oui. Allez-y, Camara. Oui, allô? Allez-y, oui, Camara, on vous écoute. Tout le monde. Oui, alors, je salue tout le monde. C'est Mamoudou Omar Camara, journaliste au quotidien Le Soleil. Enfin, j'avais plutôt une petite contribution à faire. Je vois qu'en parlant de Khessal, on braque les projecteurs sur les femmes. Mais je dis aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes qui pratiquent cela. Et j'ai fait mon mémoire d'enquête de fin d'études au CESTI sur cela. Et j'avais vu un fait qui m'avait choqué et qui continue encore de me choquer, qu'il y a dans les familles maraboutiques des gens qui s'adonnent à cette pratique-là pour qu'on leur dise que d'agalère. Et il n'y a pas que, parce que c'est comme on dit, c'est une colonisation de l'esprit qui est là, qui est ancrée en nous, comme le disait Mme Senghor. Et c'est vrai, j'ai pu en faire le constat durant mes enquêtes-là. Et de plus en plus aussi dans la société, à une échelle plus basse, il y a aussi des hommes, des femmes qui s'adonnent un peu à cette pratique de manière plus timide pour qu'on constate en eux une certaine évolution sociale. Je voudrais bien aussi qu'on commente, que vous commentez avec nous ce fait-là, parce que je pense qu'on fait un peu un procès un petit peu injuste aux femmes en parlant tout le temps d'elles concernant cette pratique-là, alors qu'il y a des hommes, et je l'ai dit tantôt, jusque dans les familles maraboutiques, qui pratiquent cela. Alors, comment vous commentez un peu ce fait-là? Comment vous le voyez? Merci, Steve. Oui. Fatou et Rokhaya, vous répondez. Vous avez une question ici. OK. Je vais jeter dans le bain tout de suite pour dire la lumière, elle est associée à la religion.
nous tentons tous l'ascension vers la lumière, les érudits ont la lumière, et donc la lumière, forcément, elle se reflète sur le front, sur le visage, et l'expression dans la rue au Sénégal, de tout le temps, pour ceux qui s'adonnent justement timidement à cette pratique, on dit « taï dangatin ». Pendant la chaleur, c'est difficile d'avoir ce teint-là, mais pendant cette fraîcheur-là, tout le monde a une sorte un peu d'éclat. Et c'est cet éclat pour être distingué, pour être vu, qui fait que hommes, femmes, religieux, non, petits, grands, que tout le monde a envie d'aller vers cette lumière, surtout quand il y a un commentaire positif qui va avec, à l'opposé du Seigneur, cela, qui vont avec la négativité. Donc, pour moi, on reste encore dans ce même système d'aliénation où, depuis l'esclavage, on a tellement intériorisé que plus c'est blanc, plus c'est clair, plus on est proche de cette lumière, justement, qui est un mélange de tout, d'ascension sociale, de bien-être, de repos et aussi de religiosité. C'est pas dissocié. Donc, on est encore dans cette espèce de bulle gangrénante qui est transportée par tout le monde et à petite, moyenne ou grande échelle continue de nous mettre dans cette aliénation dont on a hérité et qu'on ne va pas stopper tant qu'on n'a pas eu un débat bien public, où on a bien déballé tout ça. Et l'espace où on peut faire ça, ce sont les médias, et les médias ne sont pas prêts. Parce que l'argent de la publicité venant de ces cosmétiques-là est énorme aussi. Et parce que les gens qui fondamentalement sont des propriétaires de médias sont issus d'ethnies, de castes, de groupes, de familles où cette pratique, ils sont nés, leur maman était là-dedans à fond. Et aujourd'hui, ça va être dur pour eux d'étaler tout ça et de travailler à la limite contre ce que j'appelle l'esprit de famille. Merci, M. Camara. Merci. Rokhaya? Bon, voilà, juste pour compléter, je pense que cela montre encore la complexité du problème parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes, mais également les hommes, également. Effectivement, je voulais en parler, les hommes commencent à s'y mettre. Et même les femmes qui sont claires déjà, également veulent être plus claires. Au sein même de la société noire, même aux États-Unis, même dans l'œuvre romanesque de Toni Morrison, quand on prend Paradise, il y a des Noirs qui ont été victimes d'autres Noirs, parce que ces Noirs sont trop noirs pour appartenir à la communauté. Ils ont été chassés. Donc, ils ont ce qu'on appelle les Eight Rock Families. Donc, ils ont créé leur propre communauté. Et eux aussi, en retour, ils ont chassé tout ce qui était plus clair. Ils sont allés dans une ville qui s'appelle Fairly. Fairly, tout le monde était clair. Et quand ils sont venus, on leur a dit que vous êtes trop noirs pour appartenir à la communauté. Donc, cela montre encore le rejet de soi, cette négation de soi. Cela montre qu'en tout cas, c'est un combat qu'il faut mener. Je ne sais pas comment on va y parvenir, mais il faudrait beaucoup de moyens parce que le mal est tellement ancré, le mal est tellement profond que c'est très difficile. Même les mères n'acceptent pas leurs enfants, les mères ne s'acceptent pas elles-mêmes. Quand on prend le cas au moins de Pauline qui fait tout pour éviter les stars qu'elle voit à la télé, elle n'aime pas ses enfants, elle préfère les enfants des Blancs pour qui elle travaille. Au sein de la communauté, même dans l'autre roman également, son dernier roman, Sweetness, qui n'aime pas son enfant parce qu'il est trop noir, elle dit que c'est Midnight Dark ou bien Sudanese Dark. Donc, vous voyez tous ces stéréotypes, ces mots très négatifs qu'on colle à l'enfant dès le départ, c'est très difficile. Et les hommes maintenant qui commencent à s'y mettre, bon, ça devient vraiment très critique, ça montre que tout le monde veut être clair, tout le monde veut être blanc, alors que ça ne signifie rien du tout. Être blanc, être noir, ce qui compte, c'est la personnalité, c'est la valeur d'une personne. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre. C'est pourquoi je dis on a besoin de ces role models, on a besoin de références. Que ce soit à l'université, il faut qu'il y ait des femmes qui s'assument, qui sont des références. Moi, par exemple, je peux dire que Madame Sia a été ma référence, franchement. Elle m'a donné envie d'enseigner à l'université. Elle m'a fait croire en moi-même, franchement, à part vous tous, vous les autres professeurs. Mais elle, en tant que femme, je me suis identifiée à elle. Je me suis dit, ah là, au moins, je peux être comme elle. Donc, on a besoin de tout cela. À la télé, il faut qu'on voit ces role models. On commence à voir ça petit à petit avec la société civile,
avec le secteur privé, on voit des femmes qui émergent petit à petit et c'est de ça dont on a besoin et c'est ça qui va inspirer la nouvelle génération et c'est comme ça qu'on va planter au moins les graines qui vont peut-être germer et avoir cette identité que l'on va assumer et que l'on va accepter. Oui, mais Rokhaya, en même temps, excusez-moi, je rebondis tout de suite sur le très concret. Au Sénégal, les femmes ont été dans les universités, ont été in the forefront de l'intellectualité depuis le début. De Ndioro Ndiaye, il y en a une pléthore. Et les médias ont contribué à la destruction de l'image de ces dames-là. Regardez les foulards de Mimi Touré, regardez le foulard de Penda Mbow, regardez le je ne sais pas quoi de Amsatou Sow Sidibé. On n'a pas arrêté. Chaque fois qu'elles se sont distinguées par leur esprit pour être inspirantes, les mêmes médias sont arrivés. Je ne parlerai même pas des journalistes qui ont laissé la part belle aux chroniqueurs que l'on a recrutés littéralement dans le comique de la rue, où toutes les blagues sont tellement hilarantes autour de leur peau, autour de leur fashion, que même nous, on en rigole. C'est une catastrophe. Et aucun directeur de télé n'a réagi en se disant on a un problème, il faut que ces animateurs que l'on choisit dans le vrac, on doit les former et leur dire on a quand même une mission au-delà de faire passer des messages par le rire parce que c'est mieux, etc. Il faut à un moment donné pouvoir dire à ces gens-là qu'on ne va pas rire de tout, ou même si on en rit, il va falloir amener une manière. Parmi les cantatrices, Soda Mama Fall est l'unique avec un teint original. L'unique sur toutes nos références et toute notre base de données musicales. On a un réel problème. Et on manque d'espace d'expression pour justement attaquer ce sujet. Qui on va inviter pour en parler? Kenelam. Qui on va inviter pour en parler? Adjouza. Chaque fois qu'on touchera à un bouton, ce sera un bouton qui saute. Et par contre, on a toute cette pléthore d'émissions où la virginité des jeunes filles est en discussion, où le mariage est en discussion, où le teral est en discussion, où le yebi est en discussion. On invite toutes sortes d'énergumènes pour discuter de questions sociologiques, psychologiques, psychiatriques, économiques, sociales et politiques importantes. Et c'est un plateau de guignolisation. Ça en fend le cœur. Et où on doit préserver ses propres enfants. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait mes émissions de télé, live, maison, moi-même. Et dès qu'elles vont à l'école, elles sont victimes de ça. Elles sont victimes de ne pas avoir d'accent trop sénégalais. Elles sont victimes de travailler trop bien, alors qu'elles sont là localement avec moi. Elles sont victimes de parler 2-3 autres langues que les autres ne parlent pas. Elles sont victimes du fait que leur maman ne met pas de beau foulard. Elles sont victimes du fait que leur maman a des dreadlocks. Elles sont victimes, les dreadlocks, je suis allée les chercher chez personne, tout bangini. Mais toutes les choses qui sont à moi et que j'ai voulu leur donner, il y avait toujours une société dans laquelle elles sont censées évoluer et où on doit les protéger et les mettre en avant. Tout le monde était là pour leur dire non, 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 non. Maintenant, il faut mettre des fossiles ou rien. Et à 14-15 ans, on permet à tout le monde de mettre des fossiles, on permet de mettre des faux ongles. Et les papas sont là en se disant c'est la féminité, tout le monde fait le feignant et ne s'occupe pas justement de faire grandir sa propre fille dans un univers un peu plus sain. Donc, on est dans une vague où ton optimisme, il faut que tu m'en donnes la recette. OK. Merci beaucoup de ces... on entend la fougue, on voit la fougue de Fatou. Elle est vraiment prise à cœur par ce thème-là. Mais n'oubliez pas Thione Seck, Man mi ñuul ñuulaayu Kabaga. On peut se poser la question pourquoi Kabaga ñuul, mais en tout cas, c'est Thione Seck qui a chanté Man mi ñuul ñuulaayu Kabaga. Et n'oubliez pas, il y a une période où le chouchou, la star de la télévision sénégalaise, ce n'était autre que Sokhna Dieng, du temps de Léopold Senghor. Voyez le visage de Sokhna Dieng. Alors, il n'y reste plus beaucoup de temps. Je crois qu'il va falloir qu'on choisisse de donner la parole peut-être à la première main qui va se lever pour qu'on puisse quand même avoir le temps de conclure. Professeur Sen,
Oui. Vous m'entendez? Oui. Sœur Nadia, elle nous a laissé tomber. Elle a commencé, elle a impulsé quelque chose, on comptait sur elle et le social l'a récupéré. Le social lui a retiré son combat en lui disant il faut avoir un époux, il faut rentrer dans des normes, etc. etc. Oui. Non, mais d'accord, il y a cette dimension-là, disons. Mais on va donner la parole à un dernier, peut-être bien à un dernier intervenant, le professeur Mbaye Thiam, qui appelle de Howard University à Washington ou dans le Maryland. Professeur Mbaye Thiam, vous avez la parole ci wolof, ci anglais wala ci français. Bu la neex rek mbokka. Waaw ci anglais. Waaw wolof français bi leerul. Well, français bi leerul mu ngoog. Just a brief comment here and a question. Thank you very much. It's a really great session here, and didn't want to miss it, even though it's very early here, relatively. But anyway, I appreciate Raya's sort of link with the work of Toni Morrison, around this particular issue. And I think we can also expand it to bring in also Alice Walker, whose essay, in the text that she did, In Search of Our Mother's Gardens, brought up this whole issue of colorism, which really triggered a series of engagements, both filmic and literary, particularly in the United States, among Black Americans. The works of Kathy Sandler, Marlon Riggs, Black Is, Black Ain't, Kathy Sandler's A Question of Color, and many other sort of iterations of this, ending with Bill Duke's work. So it's really a question that has this amazing staying power in the discourse here in different areas. Yeah, I appreciate Fatu's take also. I know you're always quite critical of particularly the rappers. I remember one of the sessions that we had recently at work there, where you really put the rappers on the dock, so to speak, in terms of the kind of images that they also project there. But I wanted to ask what kinds of works are being done now in Senegal itself. I do remember a documentary. I can't remember the name of the person though. The title was along the lines of Cette peau qui me dérange tant. Cette couleur qui me dérange. Right, yeah. Hardiata Pouye. Hardiata Pouye, yeah, thank you very much, yeah. So I just wanted to know if there are any works in addition to some of the projects that you're involved in, Fatu, that are engaging this question, particularly in the visual media. Okay, they won't fund it. Nobody wants to fund the issue. Actually, there are quite a few still in preparation. Is to tell you the length of the research, and as some of my colleagues really stoop into the matter, they realized that this could not be done just in a quick way. And I started the film on the thematic of marriage, how one marries their daughters, and then it all ended up in the colorism business. So mine that was scheduled for 2021 is definitely postponed because I have to find a way of still keeping the thematic of marriage in the center. And it really drifted in the whole issue of colorism. And I was interested in getting married in the wall of culture, because the wall of culture has apparently conquered everybody else. So we are now practicing different things that are not Pular or Serer, but basically Wolof, and also poisoning everybody else's traditions, because it's all about not even giving and getting back, but
imposing on the others to give you if you are the mother of the husband, the future husband. So I'm not sure that the subject is very hard. They have tried on television sometimes, you know, I remember some sequences called Toj Yahbi, for example, but with Ajasi, and it would never really go in depth. She would have like a sociologist show up for the show, but all the other invitees would not show up in the end. They wouldn't have the courage to tell her, no, I'm not coming for this subject. But at the last minute, she would be on the set with the sociologist that would come, of course, because it's rather on a professional range, or the doctor, but everybody else would be like, poof, nobody would show up. So it's to tell you, if you want to have people that really exchange with you in a documentary that are not specialists, you want, like the film we just watched, you want everyday people to address the issues, mothers and daughters, etc., and fathers and sons. But it's a subject they can have behind the camera with you. They can chit chat about it and really go a long way and joke about it a lot. But it's not something that they're willing to actually sit down and tackle, because again, they pull it back into the private business bubble there, when it's not a private business thing. It would explain, en tout cas in audiovisual, why the subject is not tackled as often and properly in depth. If you remember, Cette couleur qui me dérange was 15 minutes long. There was nothing more she could get out of that, even though the 15 minutes are really, really good and really, really tough. But you know, the film just vanished in the air. I'm sure it was seen more outside our borders than in Senegal itself. But in literature, I'm not sure how that is evoked in different... Ok, merci Fatou. Alors, on va équilibrer un peu. Fatou, vous avez un tout petit peu parlé plus que Rokhaya. Donc, peut-être que le mot de la fin, on va donner ça à Rokhaya. Rokhaya, voilà ce qu'on va faire. Vous allez peut-être dire vos mots de conclusion sur 1 ou 2 minutes. Et après, je vais clôturer. Je vois bien des mains qui se lèvent, mais on ne peut pas passer quand même aussi le reste de l'après-midi là. Je propose, s'il y a des gens ou un groupe qui est vraiment intéressé par ça, Fatou, Rokhaya, un peu plus tard, quand la situation sur le plan sanitaire sera plus saine, on vous ouvre les portes du work et vous venez, on reprojette ou vous discutez avec les gens. Si les gens aussi voudraient que l'on leur fasse une autre projection online, je suis prêt à faire ça tant qu'il y a peut-être Fatou et Rokhaya Touré ou d'autres personnes ressources qui voudraient peut-être faire les présentations. Donc Rokhaya, vous avez 1 à 2 minutes et après je donne le mot de la fin s'il vous plaît. À nouveau, nous nous excusons du manque de temps pour pouvoir continuer les discussions. Bon, merci encore, professeur, et encore merci au WARC pour cette belle invitation, cette belle initiative. Bon, malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé. J'aurais bien aimé écouter mon collègue qui a levé la main depuis longtemps, Moudachirou, mais bon, peut-être que ce sera partie remise. Et remercie également ma co-débattrice, Fatou, que j'ai l'honneur de rencontrer. En tout cas, juste en un mot, mettre l'accent en tout cas sur le dernier message en tout cas de Toni Morrison qui est ma référence, c'est-à-dire evil is on stage and goodness is on the backstage. So we need to bring good on the forefront. Okay? So c'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, il faut qu'on montre, qu'on véhicule des messages positifs, qu'on passe, qu'on cultive cette estime de soi. Et également qu'on fasse tout, on continue la sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font peut-être certaines choses sans se rendre compte des effets néfastes. Ils le font juste en toute ignorance. Donc, au moins, si ces personnes-là sont éduquées, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont abandonné certaines pratiques parce qu'on leur a, en tout cas, on leur a dit les effets qu'il y a, les effets néfastes, et après, elles se sont ravisées. Et donc, si on continue ce travail, et si on continue à avoir des rôles modèles, et également, même pour revenir un peu sur ce que l'autre disait, les intellectuels, peut-être que les intellectuels des années 80 sont différents des intellectuels de maintenant. Maintenant, les intellectuels, je pense, font meilleure presse. Elles ont la tête bien faite et bien pleine. Et je pense que c'est ça. Parce qu'avant, il faut reconnaître qu'elles avaient un peu négligé certains aspects, la féminité, parce que la féminité compte beaucoup au Sénégal. Il faut qu'on assume quand même la féminité. On peut être intellectuel
une tête bien faite et bien pleine. C'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on doit se négliger, qu'on doit pas mettre qu'on doit pas assumer qu'on doit pas mettre de bijoux, qu'on doit pas mettre de maquillage. Non, on peut être intellectuel et faire les deux. Parce qu'elles vont ensemble, elles vont de pair. Et si on le fait, ça donnera envie. Et ce sera plus répulsif. Les gens ne vont plus se marrer. Au contraire, ils vont se dire, ah, je vois également une autre professeure qui est Madame Aminata Diallo, qui est au département de médecine, qui est très bien. Moi, je l'adore aussi, cette dame. Parce qu'au moins, on s'identifie à elle. On voit que, moi quand même, j'aime tout ce qui est beauté féminine, je dois l'avouer. Mais étant également intellectuelle à un certain niveau. Là, si on arrive à faire les deux, le tour est joué. Ces dames-là pourront être des références, pourront être des modèles, et l'un n'exclut pas l'autre. Et on reste dans notre peau, on est fiers de nous-mêmes, et puis on avance. L'essentiel, c'est qu'on combatte ces idées de beauty canon, de Western ideals, et qu'on sache que nous, Africains, nous avons notre propre beauté que nous devons valoriser, nous avons nos propres bijoux que nous devons porter, et c'est ça le message, je pense, qu'il faut véhiculer. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Je vais très rapidement conclure. Merci beaucoup toutes les deux. Je vous renvoie à Chinua Achebe dans le roman qui s'appelle Arrow of God. Ezewulu, le Paramount Chief, qui est très accueillant et qui voudrait peut-être commencer à discuter et à traiter avec Winterbottom. Quand ils ont fait la réunion de tout le village, de tous les villages, ils sont 6, il y a quelqu'un qui s'est levé et a menacé ou a averti Ezewulu. Il lui a dit, Ezewulu, you have shaken the hand of a white body. Vous savez, le white body, c'est quoi? C'est un lépreux au Nigeria au moment où se situait cette histoire. Pour dire que la couleur blanche n'est pas toujours nécessairement le paramètre chez nous. You have shaken the hand of a white body, et Ezewulu va le regretter toute sa vie parce que sa communauté et sa famille vont toutes être détruites par ce white body-là. Donc le white n'est pas nécessairement positif. Mais autre chose aussi, les influences occidentales, pas seulement. Fatou, oui. Si je viens à Thiès, avec mon gangour de Boromtama et tout ça, et si je me convertis en communicateur traditionnel, je ne le suis pas. Soumagnoué, je vais te dire, Fatou Nangadef, Kande, Billahi, Teima Wisanar, Naru Fatou. Pourquoi M. Senghor devrait être un art pour montrer que Dafa Yange, Dafa Rafet, Mofigen? La référence à art, ça vient pas des Blancs. Hein. La référence à art, ça vient d'ailleurs. Alors, quand aussi on peut dire Nyul Kukunikering, on peut dire Gat Nyul Nyao, mais vous avez jamais entendu dire Gat Kes Nyao. Gat Nyul Nyao, c'est notre propre vocabulaire, c'est notre Wolof à nous que nous avons créé. Il n'y a aucun mot français, aucun mot anglais. Gat Nyul Nyao, on peut le dire, mais Gat Kes Nyao, vous ne le direz jamais. C'est ce que je disais par rapport à la chanson de James Brown, Say it loud, I'm black and I'm proud. Lui, en tant que noir, seul peut le dire. Vous n'entendrez jamais Say it loud, I am white and proud. Mais pour nous, pourquoi les référencer? Narbi. D'ailleurs, les shérifs dont on dit, et puis on rampe devant les shérifs. Shérifs, ils sont nuls ou ils sont Shérif là, magal len ko, quelle est la couleur de la peau? Ce qui veut dire que tout n'est pas concentré aux États-Unis et tout n'est pas allié aux Blancs. Nous aussi, nous avons nos propres tares. En tout cas, il faut qu'on explique Naru Fatou Kandeh Senghor, pourquoi il doit être nar pour que c'est Jikara Rafet. N'est-ce pas expliquer? Alors, autre chose, de même qu'on a ces trucs, gâte ñuul ñaaw, ñuul lu séeréer, xoolal mi nga ñuulee, wala ñuul kukk ni këriñ. Alors que de l'autre côté, on va dire, bilaay suufu góor gi, xeec, njool te xees pecc. Njool, xees pecc. Yeah, I know. Alors,
notez aussi que c'est de la même façon qu'aux États-Unis, il y a tout un vocabulaire autour de ce problème de coloring. High yellow, low yellow. Now, mind you, now I am going to show you my colors. En Martinique, qu'est-ce que vous avez? Ah, il faut se marier avec les Blancs. Pourquoi? Pour sauver la race. Pour sauver la race. Pour le rail, suitable juice, of course. Bun, blanc, black, voilà, black ugly nigger. Ouais. Hein? Alors, le chocolate et aussi la notion de Oreo girl. Vous savez, les bonbons Oreo, c'est à peu près l'équivalent des biscrèmes. Oui. Et le Oreo, c'est que l'extérieur est noir, l'intérieur est blanc. Donc, c'est un vendu, quoi. C'est là. Ouais, c'est un vous avez tout ce vocabulaire-là. D'ailleurs, les étudiants devraient faire. Quelqu'un pourrait faire une thèse sur ça au niveau du département d'anglais, je crois. Il faudrait. Il y a des mémoires de maîtrise. Hein? Le problème n'est pas seulement qu'aux États-Unis, le problème est chez nous aussi. Parce que man, comment est-ce que alors que moi, je suis le nard de ma femme? Tout dépend. Et ce gâteau là, je vais le rester. Là, vraiment, ça n'entrera jamais chez moi. Et il y en a qui sont conscients, et il y a même un groupe de jeunes femmes, je me rappelle, qui avaient commencé à mettre des billboards en disant que nul, c'était la meilleure chose. Mais la force économique, surtout avec les télévisions, il faut le dire, est telle que les efforts sont vains. Et là où on se dépigmente le plus, c'est là où on a le moins conscience de sa signification et des implications sanitaires. Aller en milieu rural, c'est mort. Là-bas, c'est mort. Donc, je voudrais dire merci à tout le monde. Fatou Kandé et Rokhaya, c'est un sujet vraiment prégnant et séminal. Si vous voulez une deuxième séance, et si vous êtes sûr d'avoir des gens qui vont vous suivre, dites-le nous ici au WAC et on va vous organiser ça. Moi, je veux rencontrer Rokhaya. Voilà, pour les autres, je m'excuse, mais on essaiera de faire autre chose ensemble. Mais la vertu du WAC aussi, c'est d'essayer toujours d'être dans les temps. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.